commençons donc cette journée de table ronde avec un colloque sur l'EVARS comme espace d'émancipation et d'empouvoirment dans la lutte pour les droits LGBTI. Donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, l'EVARS, constitue un enjeu fondamental à l'intersection de plusieurs droits essentiels, le droit à la santé publique, à la protection de l'enfance et de l'adolescence, et à la prévention des violences sexistes et sexuelles, ainsi que des discriminations envers les personnes LGBTI. En permettant l'apprentissage du consentement, en participant à la prévention des violences intrafamiliales, des IST et du VIH, en informant sur les droits sexuels et reproductifs, et en luttant contre les LGBTI-phobies, l'EVARS joue un rôle central dans l'émancipation des jeunes et dans la construction d'une société plus égalitaire. Pourtant, malgré l'obligation légale d'assurer au moins 3 heures d'EVARS par an à chacun des élèves, l'État ne se donne pas les moyens pour la mettre en œuvre et seuls 15% des élèves y ont effectivement accès. À cette carence institutionnelle s'ajoute une offensive politique. Dans un contexte marqué par la montée des discours réactionnaires, notamment d'extrême droite, l'EVARS fait l'objet d'attaques virulentes. Ces attaques, elles visent à priver les enfants et les adolescents des connaissances et des outils nécessaires pour comprendre leur corps, leurs sentiments, leurs relations et leurs droits, en somme, pour exercer pleinement leur liberté et leur autonomie. Dans le cadre de ce colloque sur les cartographies des résistances LGBTI, cette table ronde donnera la parole à des associations et collectifs qui, au quotidien, défendent l'accès à l'EVARS en se mobilisant contre ces reculs idéologiques. Et ensemble, nous réfléchirons aux conditions de pérennisation de cette éducation essentielle, ainsi qu'aux moyens pour renforcer son effectivité. Alors, je ne me suis pas présenté au début de la table ronde, mais je suis Constant Janson, membre du groupe thématique, et donc je vais animer cette table ronde. Et avec moi, Sarah Durocher, coprésidente nationale du planning familial, mouvement féministe d'éducation populaire qui milite depuis plus de 60 ans pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui défend notamment le droit à l'éducation, à la sexualité, à la contraception, à l'avortement, et qui lutte contre les violences et les discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle. Juliette Orlé, présidente et porte-parole de SOS Homophobie, association de lutte contre les LGBTI-phobies. Alexis Guiton, représentant FSU dans le collectif Éducation contre les LGBTI-phobies, qui a été créé en 2004 et regroupe 12 organisations et syndicats représentatifs des élèves, étudiants, parents et personnels de l'éducation nationale et qui lutte contre les discriminations LGBTI-phobes en milieu scolaire et universitaire. Benoît Arnulf, coordinateur de l'association Les Ouvreurs, association niçoise créée en 2009 qui intervient en milieu scolaire, propose des formations et organise notamment des festivals de cinéma LGBTI. Nous visionnerons également une intervention vidéo de Anaïs Perrin-Prével, coprésidente d'Outrance, association féministe d'autosupport trans et de lutte contre les transphobies. Et enfin, Madame la députée Sarah Legrain, députée de la France Insoumise de Paris et membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Donc ma première question sera pour Madame Sarah Durocher, coprésidente du planning familial. Donc le planning familial, il est engagé depuis de nombreuses années sur les questions d'EVARS, en particulier sur sa mise en œuvre effective. En 2023, vous avez déposé avec SOS Homophobie, également présent aujourd'hui, et SIDAction, un recours contre l'État dans le cadre de la campagne Cas d'école. Vous avez aussi contribué avec le collectif pour une véritable éducation à la sexualité à l'élaboration d'un livre blanc adressé au pouvoir public contenant des recommandations concrètes. Pouvez-vous revenir sur ces différentes démarches, leurs articulations et nous dire où en est ce combat aujourd'hui ? Merci beaucoup. Bonjour et merci en tout cas de l'invitation. Je ne suis pas toute seule du planning. Il y aura Élie Boué qui interviendra et qui est aussi membre du bureau. Peut-être juste redire quelques chiffres quand même du planning. Merci déjà pour la description du planning. C'est tout à fait ça. Tout est quasiment dit. Peut-être dire qu'en effet, la question de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle est au centre des actions du planning. Juste redire que le planning, on est dans un accueil inconditionnel des personnes, bien évidemment, et que on accueille énormément de personnes, mais on va aussi vers les personnes, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'interventions et de formations là où les personnes sont les plus isolées, le plus éloignées du droit. Et donc, on représente un réseau de 82 associations sur l'Hexagone et sur les territoires d'outre-mer. On accueille à peu près 500 000 personnes par an.
et on intervient auprès de 150 000 jeunes en éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, que ça soit au premier degré et au deuxième degré, et ça sera peut-être un des sujets à venir après, bien évidemment, avec la sortie du programme. Peut-être dire qu'en effet, on faisait un constat depuis quelques années que le planning, on intervenait dans 3600 établissements, mais qu'on en refusait autant aussi, et qu'il y avait une vraie volonté, en fait, de faire de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. On n'était pas les seuls, puisque le planning intervient, mais il y a beaucoup d'associations qui interviennent. Et ce qu'on remarquait, c'est qu'il n'y avait ni coordination. Alors les financements, on en parlera un peu plus tard, mais il y a quand même un vide. Il n'y a pas de ligne budgétaire actuellement sur la question de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et donc, on a décidé, avec SIDAction, en faisant ce constat de terrain, mais aussi avec des rapports qui sortaient, qu'on a eu du mal à avoir quand même. Ça veut dire qu'il y avait un gros flou. On savait qu'au niveau de l'IGAS, il y avait des rapports qui étaient en cours, mais qui n'étaient pas publics. Et donc, il y a eu le constat, en effet, qui a été démontré qu'il y avait seulement 15% des jeunes qui avaient de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et qu'il fallait agir. Donc, SIDAction et SOS Homophobie et le planning ont décidé de porter plainte contre l'État. Alors, on n'a rien inventé, ça veut dire qu'on a repris l'affaire du siècle, ce qui s'était fait au niveau écologie. Et donc, on a fait un dossier pour attaquer l'État. L'objectif, c'était de dire que depuis 2001, il y a une loi qui est mise en place et que depuis 20 ans, en fait, qu'est-ce que l'État n'a pas fait pour faire en sorte que cette loi, en fait, on a demandé des comptes à l'État. Et donc, voilà, ça a été... au-delà de ce qu'on a pu dénoncer, de ce qui a pu être dénoncé, c'était loin d'être un coup médiatique, c'était simplement pour mettre l'État face à ses responsabilités, avec le constat des associations de terrain. Donc voilà, ça a été fait pendant que Papendaï était à l'époque ministre de l'Éducation nationale. On n'a pas été reçu, mais à dire peut-être que depuis que M. Macron est président de la République, le planning n'a jamais été reçu par un ministre ou une ministre de l'Éducation nationale. Donc, bien évidemment qu'il a un peu mal pris au départ, mais l'objectif, c'était absolument d'avancer autour de ça. Et donc, il a sorti la question du programme. Donc, ça, pareil, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler après ou j'en parle. C'est comme vous voulez, mais en tout cas... D'accord. En tout cas, l'idée, c'était bien évidemment... voilà, c'était une première sortie, c'était une première annonce qui a été faite. Et voilà, c'était... alors, on ne sait pas si c'est suite, en effet, au dépôt de plainte qu'on a fait contre l'État, mais en tout cas, il y avait une réaction au niveau gouvernement qui était de faire une sortie de programme. L'objectif qu'on avait aussi, c'était de dire, nous, entre-temps, on ne va pas attendre une réponse politique au niveau du gouvernement. On va se réunir, on va se rassembler et on va, en effet, association de terrain, travailler à l'élaboration et faire du factuel, du concret. Dire aussi que l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, on sait que les mouvements anti-choix, on sait que la droite conservatrice attaque, bien évidemment, et ne souhaite pas l'éducation à la vie affective. Donc, relationnelle et sexuelle. Donc, l'idée, c'était de faire un livret que je vous montre. Alors, j'en ai pas plein, mais en tout cas, c'était juste pour vous montrer. Donc, il est visible sur notre site internet. Et c'était de travailler à des recommandations. Donc, dans ce livret, il y a des recommandations qui ont été faites par les associations de terrain, par des syndicats, puisque ce collectif continue à vivre. Il est même en train de s'agrandir. Et dedans, il y a évidemment des associations qui font des interventions scolaires, mais il y a aussi des syndicats. Il y a aussi des parents d'élèves. Et donc, l'objectif, c'est concrètement d'être force de proposition auprès des pouvoirs publics, faire aussi de l'information pour répondre à la désinformation qu'il peut y avoir. Et donc, c'est vraiment cette alliance des syndicats, des associations, des parents d'élèves, où, bien évidemment, que l'objectif était de constituer des choses, d'expliquer ce qu'était l'éducation à la vie affective relationnelle. Et puis, c'est aussi des outils pour les parlementaires, pour pouvoir faire du plaidoyer autour de ça, puisque l'objectif, c'est vraiment de valoriser le travail de terrain. On en est un peu là, peut-être juste pour dire qu'au niveau du tribunal, on n'a pas de réponse. C'est des choses qui sont en cours. Voilà, les choses avancent mollement, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, nous, les associations, on continue le travail au quotidien, bien évidemment. Merci beaucoup. Nous allons ensuite visionner la contribution d'Anaïs Perrin-Prével, qui est coprésidente d'Outrance, qui n'a pas pu être présente avec nous malheureusement aujourd'hui, mais qui nous a envoyé une contribution vidéo.
Bonjour, je suis Anaïs Perrin-Prével, je suis directrice de l'association Outrance. Outrance, on est une association féministe d'autosupport trans qui a été fondée à Paris en 2009. Autosupport, c'est-à-dire qu'on est des personnes trans et on vient en aide à des personnes trans. Et ça se fait de plusieurs façons, en particulier par les groupes de parole. Il se trouve que parmi nos groupes de parole, on fait un groupe de parole pour les mineurs et les ados trans. Ça nous permet d'avoir une petite idée de ce que ça signifie d'être une personne trans mineure aujourd'hui en France. En complément de ça, on fait beaucoup de formations et si je ne suis pas parmi vous aujourd'hui, c'est que je suis en train d'intervenir dans un lycée du Val-de-Marne, à Fresnes. Hier, j'étais à Pantin dans un collège. Ces 2 interventions se font auprès des adultes de l'éducation nationale, mais ce sont quasiment les 2 seules qu'on va faire sur l'ensemble de l'année scolaire dans ce cadre-là. Il se trouve que depuis que Attal a positionné la lutte contre le harcèlement comme étant une priorité, les questions transidentitaires ont complètement disparu des enjeux de formation des adultes de l'éducation nationale, alors que 1 ou 2 années avant, on avait beaucoup de sollicitations dans ce sens-là. En complément, comme on est à Paris, on fait beaucoup de plaidoyer en plus de l'information qu'on donne dans nos brochures et sur notre site internet outrance.org. Et dans le cadre du plaidoyer, on est au Défenseur des droits, on est à la DILCRA, on est aussi à la Haute Autorité de Santé. Aussi, depuis 2017, on fait partie des réunions de concertation pluridisciplinaire de la Pitié-Salpêtrière qui rassemble les équipes de la Pitié, de Robert Debré, toutes les équipes parisiennes qui prennent en charge les mineurs trans, et puis aussi des équipes en région qui ont besoin d'avoir l'expertise de l'équipe parisienne. Et donc on porte la parole des personnes concernées. Depuis 2017, mais depuis 2020, on a été rejoint par 2 autres associations, Espace Santé Trans et Accept ST, et avec ces 2 autres associations, avec la PHP, on a créé une plateforme qui s'appelle Trajectoire Jeunes Trans, qui permet de simplifier et de clarifier la situation de la prise en charge des personnes trans mineures, parce qu'il se trouve que la question des transidentités pour les mineurs est le point sur lequel les attaques anti-LGBT sont les plus fortes. On a vu aux États-Unis les États qui ont interdit au fur et à mesure la prise en charge des mineurs trans. On a Trump qui, depuis le 20 janvier, attaque directement les droits des personnes trans. Et on a en France aussi toute une campagne qui est menée par la Manif pour tous, mais aussi par des personnes qui sont issues du centre-gauche, avec du Elisabeth Badinter, du Claude Habib, du Rodi Neshko, du Caroline Eliachev auprès de l'Observatoire de la Petite Sirène, qui ont fait une grande campagne qui a amené jusqu'à une proposition de loi qui a été votée en première lecture au Sénat, qui vise à interdire purement et simplement la prise en charge des mineurs trans pour les transitions médicales des mineurs qui le souhaitent. Si cette proposition de loi qui a été déposée avec la nouvelle législature sur le bureau de l'Assemblée nationale venait à être votée, on aurait une des législations les plus restrictives en Europe sur la prise en charge des personnes trans et des mineurs trans. Et ça risque d'arriver parce qu'on va avoir enfin, en juillet prochain, la publication, on l'espère en tout cas, des recommandations de bonnes pratiques pour la prise en charge des personnes trans de la Haute Autorité de Santé qui va commencer dès l'âge de 16 ans. Donc on sait qu'on va avoir des attaques qui vont être nombreuses sur ce sujet-là, et il y a toujours le risque que les parlementaires LR ou RN ressortent dans l'agenda du Parlement cette proposition de loi, et là il faudra être unis et bien formés pour pouvoir s'opposer à cette offensive-là. En complément de ça, pour revenir sur le programme EVARS, le même groupe de personnes qui s'opposent à tous les enjeux LGBTQIA+, et qui pensent trouver dans les transidentités un cheval de Troie, ont fait en sorte que les questions trans sont quasiment complètement effacées de ce programme EVARS. On a mis 24 ans pour pouvoir en voir enfin un programme dans ce cadre-là, et il se trouve que dans ce programme-là, le terme trans n'existe pas une seule fois. Que ce soit trans, transgenre, transsexuel, il n'y a aucune itération du terme trans dans l'ensemble du programme. On parle d'identité de genre à quelques endroits, et souvent accolé à l'orientation sexuelle, même quasiment tout le temps accolé aux questions d'orientation sexuelle. Et même la question de l'homosexualité apparaît quasiment pas. Le terme homo quelque chose n'a que 10 occurrences sur 48 pages. Sur les 10 occurrences, il y en a une pour définir ce qu'est l'orientation sexuelle, mais il n'y a pas d'occurrence de la transidentité pour expliquer ce qu'est l'identité de genre. Et les 3 autres occurrences du terme homosexualité, on va les retrouver dans la dépénalisation de l'homosexualité, la dépsychiatrisation de l'homosexualité. Juste pour information, la transidentité a aussi été dépsychiatrisée au niveau de l'OMS, et en 2019 pour le vote, donc ça fait déjà 6 ans que c'est voté, même si c'est en vigueur depuis 2022, on aurait pu aussi assez largement intégrer cet enjeu-là sur le programme de l'EVARS. Et plus que ça, la question de l'homoparentalité n'apparaît qu'en CP, et les autres occurrences du terme homo, c'est de l'homophobie. Mais là, je laisserai Julia en parler beaucoup plus largement sur l'ensemble. Autre enjeu, on a un programme qui est assez essentialiste, vu que dès la classe de CP,
on demande aux enfants de faire la différence physique entre les garçons et les filles. Nonobstant l'appareil génital, normalement à cet âge-là, il n'y a pas de différence physique entre les garçons et les filles. En tout cas, il ne devrait pas y en avoir, si ce n'est des stéréotypes de genre, et à ce moment-là, il devrait y avoir une ouverture pour traiter justement les questions de stéréotypes de genre. Les questions plus générales de genre reviennent un petit peu sur les stéréotypes de genre sur la classe d'après, en CE1, puis après, il faut attendre la 5e pour avoir la distinction entre sexe, genre et sexualité. Autant vous dire que quand vous êtes un ou une mineure trans dans un établissement, vous avez qu'à partir de la classe de 5e, on commence à dire que vous pouvez éventuellement exister dans ce cadre-là, mais sans nommer les choses, sans parler de transidentité. Et après, on revient que en seconde, première et terminale, première année et deuxième année de CAP, où on va parler de nos enjeux que dans la lutte contre les discriminations, et encore, on va parler d'identité de genre, et on va être dans le entre autres, mais on ne va jamais parler de transidentité de façon très claire. Donc on a un vrai sujet avec ce programme-là qui ne n'ouvre pas la possibilité de parler simplement de transidentité, et si on a des enfants trans dans les établissements scolaires, ça va poser un autre enjeu, c'est qu'on ne pourra pas identifier les harcèlements et les discriminations que subissent les enfants, vu que la question de l'identité de genre n'est pas définie, n'est pas accompagnée, n'est pas clarifiée dans ce document de l'EVARS. Alors l'autre solution, ce serait de former les adultes. Et là, on se bat avec le ministère de l'Éducation nationale pour pouvoir avoir un vrai plan de formation de tous les adultes de l'Éducation nationale pour s'assurer qu'à minima, dans chaque rectorat, on puisse avoir des personnes référentes qui sont formées sur les questions transidentitaires. Et dans chaque établissement scolaire, via peut-être les personnels médico-sociaux, avoir une personne qui est au courant que la transidentité peut être prise en charge assez facilement dans les établissements, que la circulaire Blanquer existe avec toutes les imperfections que j'ai notées tout à l'heure, mais qu'elle peut être directement appliquée dans tous les établissements. Et là, ce plan de formation, on ne réussit toujours pas à l'avoir. En complément, il y a le sujet des interventions en milieu scolaire, qui est prévu dans le cadre du programme EVARS, qu'on puisse avoir des associations qui interviennent. Mais pour faire ce type d'intervention, nous, on a des grosses difficultés. Déjà parce qu'il faut trouver des personnes qui soient bénévoles et aptes à pouvoir aller dans des établissements. Et quand on sait la difficulté qu'il peut y avoir à être une personne trans à l'âge du collège, parce que c'est souvent dans ces âges-là qu'on va intervenir avec toute la normativité du collège, nous on a plein de personnes qui ne veulent plus remettre les pieds dans un collège avec ce qui s'est passé dans leurs années collège à eux et à elles-mêmes. Et en plus de ça, les interventions se font en journée, en semaine, et nécessitent pas mal de monde. Pour un établissement lambda avec 5-6 classes, ça nécessite d'avoir 2 personnes pendant 2 jours pour pouvoir faire simplement une classe d'âge, un seul niveau scolaire. C'est beaucoup de monde. Et en plus de ça, les associations ne sont pas payées, ne sont pas valorisées sur ces enjeux, alors qu'on devrait en faire potentiellement un métier, ce qui permettrait d'aider les associations et d'aider les personnes trans qui ont par ailleurs des grosses difficultés à trouver un emploi. Donc on voit qu'il y a des gros enjeux à venir. Il y a des enjeux avec la HAS, il y a des enjeux de formation, il y a des enjeux aussi de moyens qui peuvent être mis en place pour pouvoir aider les personnes à simplement être reconnues dans leur identité de genre dans leurs établissements scolaires. J'espère que ces quelques remarques vous aideront dans le travail que vous êtes en train de réaliser aujourd'hui. J'ai tout à fait confiance en mes collègues du planning de la FSU et de SOS Homophobie, et puis j'imagine les autres personnes que je ne connais pas forcément autour de la table pour pouvoir aborder assez largement ces sujets-là. Mais en tout cas, le message est clair, n'oubliez simplement pas les personnes trans. On est là, on est déjà présent dans les établissements et on subit du harcèlement. Parce que même si l'Éducation nationale nous dit, en plan d'ILCRA, qu'il n'y a que 4% d'enjeux de harcèlement dans les établissements scolaires, c'est 100% pour les élèves trans qui sont dans ces mêmes établissements. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Même si elle ne nous entend pas, mais elle va nous entendre en rediffusion. Julia Torlé, présidente et porte-parole de SOS Homophobie. Donc, il y a un mois, SOS Homophobie publiait son rapport annuel sur les LGBTI-phobies en France, dans lequel vous soulignez une fois de plus que le climat scolaire demeure largement hostile aux personnes LGBTI. Est-ce que vous pouvez revenir sur les principaux constats de ce rapport concernant l'enseignement secondaire notamment, et nous expliquer en quoi l'EVARS constitue selon vous un levier essentiel pour faire reculer les discriminations et construire un environnement scolaire réellement inclusif? Oui, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Effectivement, je crois qu'on peut prendre un instant pour considérer les discriminations LGBTI-phobes dans le milieu scolaire, mais en élargissant un petit peu la focale pour les remettre dans un contexte un peu plus général. Le rapport qu'on publie annuellement chez SOS Homophobie, cette année ne fait pas exception. Les discriminations
toutes formes confondues, sont évidemment et éminemment toujours présentes. Encore cette année, voilà, on a eu plus d'un millier de témoignages avec un découpage qui reste finalement relativement constant, relativement stable, avec toujours une espèce de gros tiers d'agressions physiques, le reste qui se découpe sur des agressions verbales de type insulte, menaces, et puis ensuite tout ce qui relève du rejet, du harcèlement, des menaces, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui reste stable d'année en année, et c'est assez désespérant, mais c'est un constat. Et effectivement, pour ce qui relève de l'environnement scolaire, et particulièrement dans le secondaire, là encore, ce sont des chiffres qui, eux, ont plutôt tendance à augmenter. Et c'est malheureusement étonnant quand on voit à quel point on se bat, mais pourtant c'est un fait. Avec dans l'ensemble des victimes qui témoignent de violences dans le monde scolaire, la moitié des témoignages qui émanent des élèves, et puis à peu près un quart qui émanent de la part des enseignants et des enseignantes, et un autre quart des personnels de direction. C'est-à-dire qu'en gros, on a la moitié des témoignages qui viennent de jeunes et la moitié des témoignages qui viennent d'adultes de l'éducation nationale. Donc je crois que c'est vraiment important à prendre en compte, parce que quand on parle EVARS, on parle évidemment en priorité de ce qui s'adresse aux élèves, mais il ne faut pas non plus oublier les adultes de l'éducation nationale, dans la mesure où ces adultes-là vont être acteurs et actrices de ce qu'on va pouvoir véhiculer en termes d'enseignement, de connaissances, d'habitude à prendre, mais sont aussi de potentielles victimes. Donc je crois que c'est deux revers d'une même médaille qu'il ne faut pas négliger. On le disait et on l'a dit, et je pense qu'on va continuer à le répéter, ce qu'on observe de toute façon à l'école, c'est le reflet de ce qui est en train de se passer dans la société en général. L'école n'est pas un sanctuaire, l'école est un microcosme qui reflète la société. Et donc oui, ce qui se passe à l'école, c'est ce qui est en train de se passer dans la société. On l'a mentionné tout à l'heure rapidement, mais ce mouvement, vaste mouvement de rejet de l'EVARS et de diabolisation de l'EVARS, c'est toute cette mécanique de panique morale et d'espèces de sujets agités un peu comme des épouvantails qu'on voit dans la société, qui visent à faire peur, qui font d'autant plus peur qu'ils s'adressent aux enfants. Et on sait à quel point cette mécanique est une habitude du côté de la droite et de l'extrême droite, de dire attention, on essaie de protéger les enfants, alors qu'en fait c'est juste pour écarter le sujet et le diaboliser. Donc ça, c'est une mécanique qu'on connaît extrêmement bien, mais qui est pleinement à l'œuvre à l'école, puisqu'à l'école on s'adresse à des jeunes enfants et adolescents, adolescentes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très présent. Mais je crois qu'il ne faut quand même pas oublier ce pourquoi on se bat pour la mise en place de ce programme EVARS. Parce que c'est, je pense, là-dessus qu'il faut vraiment essayer de fourbir un peu nos armes. Il y a les raisons qui sont absolument évidentes et sur lesquelles Anaïs s'est exprimée, et je n'y reviendrai pas longtemps parce que ça relève d'une évidence absolue. Il s'agit d'abord de fournir aux jeunes des éléments, de l'information qui leur permettent d'appréhender le monde, c'est-à-dire de s'appréhender elles-mêmes et eux-mêmes, déjà, de se comprendre soi-même, de se connaître soi-même, de connaître les autres, et donc de pouvoir établir une connexion entre chacun et chacune. Ça me semble absolument évident. Mais je crois qu'il faut ajouter quand même d'autres choses à ça. Il y a peut-être une idée qui est très importante, c'est que il faut sortir de cette idée un peu préconçue qui consisterait à croire que les LGBTI-phobies concernent les personnes LGBTI. Ben, c'est pas vrai, en fait. Bien sûr que les personnes LGBTI sont victimes de discrimination LGBTI-phobe. Ok, ça c'est une évidence. Sauf que les LGBTI-phobies, elles ne concernent pas que les personnes LGBTI. Les LGBTI-phobies, elles détruisent le tissu social. Les LGBTI-phobies détruisent des familles, détruisent des groupes sociaux, détruisent l'école, détruisent le monde du travail.
Donc, en fait, c'est l'ensemble de la société qui est pénalisée par ces LGBTI-phobies. Ce n'est pas seulement les personnes LGBTI. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est d'autant plus important de le dire que ça permet aussi de contrer un peu cet argument qu'on entend trop souvent, qui consiste à dire non, mais c'est un problème minoritaire, ça concerne un petit pourcentage de la population, c'est pas la peine de s'en occuper tant que ça. Mais si, en fait. Parce que s'occuper de cette partie de la population qui est considérée comme minoritaire et qui, numériquement, l'est sans doute, mais ce n'est pas le propos, en fait, c'est s'attaquer à un problème qui concerne l'ensemble de la société. Et ça, c'est extrêmement important à dire. Et puis, peut-être quand même boucler la boucle de cette réflexion-là en disant que parler des personnes LGBTI, et pas seulement sous l'angle des violences, hein, évidemment, parce qu'Anaïs se disait très bien il y a un instant, c'est bien de parler des violences, parce que c'est une réalité, il faut les combattre, certes, mais le plus important, c'est de parler des réalités, des vécus des personnes LGBTI, de comment on se construit en tant que personne, de comment on avance en tant que personne. Bref, parler de tout ça, c'est aussi permettre de construire, pour chacun et chacune à l'école, des postures d'alliés. Et ça, c'est une nécessité absolue, parce que le combat des personnes LGBTI est de fait majoritairement porté par des personnes concernées, mais il ne sera pas remporté par les personnes concernées si elles sont seules. Il sera remporté, ce combat-là, si les personnes concernées sont appuyées, soutenues et accompagnées par des personnes alliées. Sinon, on n'arrivera à rien. Et donc ça se construit dès l'école. C'est pour ça que parler des questions de LGBTI, d'identité LGBTI dans ce programme de l'EVARS, c'est une nécessité aussi pour construire des postures d'alliés. Merci beaucoup. Alexis Guiton, vous êtes représentant FSU dans le collectif Éducation contre les LGBTI-phobies. Donc, du côté des syndicats, vous êtes en première ligne face à la montée de l'offensive réactionnaire dans les écoles, notamment celle qui vise à entraver la mise en œuvre de l'EVARS. Et donc, ces attaques portées par la droite et l'extrême droite s'exercent notamment autour de l'élaboration même du programme de l'EVARS, devenu un terrain de lutte politique et idéologique. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce bras de fer autour du contenu de l'EVARS? Pourquoi ce programme il est important selon vous également? Et quelles en sont aujourd'hui les limites et les principaux points de tension? Alors, je vais commencer par une petite correction. Je ne suis pas représentant FSU dans le collectif, je suis représentant de la CFDT. Mais bon, c'est anecdotique. C'est parce que Julien devait intervenir et je crois que c'est Julien qui avait été contacté pour le collectif et Julien représente la FSU au collectif. Vous l'avez dit au début de la présentation, mais donc le collectif, c'est 6 organes syndicales. On est 12 organisations. Donc il y a une organisation de parents d'élèves, des lycéens, lycéennes et des étudiants, étudiantes. Donc on existe depuis 2004 et on a cette chance de représenter l'ensemble du spectre du monde scolaire et universitaire, ce qui fait qu'on a une certaine légitimité pour porter la parole, qui peut être celle de nos organisations, mais la parole du monde scolaire et universitaire sur les sujets LGBTI. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le programme, donc je ne vais peut-être pas revenir dessus, mais pour répondre à la question, il y a eu un véritable bras de fer qui a été réalisé depuis 2023 jusqu'à l'aboutissement dans les programmes en janvier 2025. Pour que, d'une part, les programmes existent réellement et pour que les sujets LGBTI apparaissent dans les programmes. Et donc, ça semble tout ça sous la poussée on a eu la difficulté à arriver à ce programme à cause de la poussée des groupes réactionnaires. Alors, nous, on porte dans notre plateforme revendicative la nécessité des programmes depuis notre création en 2024. Et on rencontre, alors, parfois très souvent, parce qu'il y a des successions rapides, mais les ministres, à chaque nomination, on y arrive à peu près. Et on a rencontré Pape Ndiaye en mars, si je me rappelle des dates, mais en mars 2023. Et c'est là qu'on voit aussi un alignement de planètes, hein, c'est ce que Sarah disait. Donc on a rencontré Pape Ndiaye, et à ce moment-là, il était très satisfait des textes qui existaient et des fiches pratiques qui étaient données aux enseignants-enseignantes pour réaliser l'EAS à l'époque. Il n'était pas question de programme.
Donc quand on est les premiers surpris, quand en juin 2023, la saisine du Conseil supérieur des programmes demande au CSP, alors avec toutes les limites du CSP qu'on connaît, de réfléchir à des programmes qui ne sont pas les mêmes pour le premier degré et le second degré. C'était un endroit de crispation. Et donc, on est auditionné par le CSP très rapidement, en tant qu'organe syndical et en tant que collectif, et on va avoir participer à toutes les étapes de l'élaboration, avec en mars 2024 un projet de programme qui est rendu par le CSP qui est vraiment pas satisfaisant. Il y a quasiment aucun sujet LGBTI dedans. Tout est pétri de binarité de genre, de stéréotypes. Il est bien plus problématique ce projet que celui qu'on a aujourd'hui. Donc, en parallèle, il y a le CESE qui donne un avis qui est très, très précis et qui va nous aider beaucoup dans tout le process. Nous, dans le biais de nos consultations, donc on est consulté par la DGESCO, on est consulté par le ministère, on va agir pour réintroduire l'ensemble des sujets à tous les niveaux scolaires. Et on aboutit en novembre, je crois, 2024, à quelque chose, un programme qui est très satisfaisant, qui introduit les sujets LGBTI très tôt dans la scolarité. Je crois qu'on est dans le premier degré, et je m'y perds à force dans les versions. Et on a un projet qui est présenté en commission spécialisée du Conseil supérieur de l'éducation, qui est très satisfaisant, qui fait l'unanimité. Et là, on a la sortie de Portier, je ne sais plus si c'est à l'Assemblée ou au Sénat, et la crispation, les attaques réactionnaires, la pétition des SOS Éducation, qui invisibilise tous les sujets LGBT dans le programme. C'est-à-dire que nous, on a quand même travaillé sur un projet, en plus là, au niveau du cadre réglementaire, c'est-à-dire il y a une commission paritaire qui valide un texte en première lecture, qui normalement ne doit plus repasser nulle part derrière. Donc il doit être voté en Conseil supérieur de l'éducation. Donc ce texte-là, il est retiré de la circulation et on enlève, on enlève les sujets, on enlève les sujets de transphobie, les sujets d'identité de genre, et on gomme, du coup réapparaissent comme un petit peu en miroir tous les sujets de stéréotypes et les biais de genre. Et on nous présente en Conseil supérieur de l'éducation un texte qui se rapproche de la version de mars 2024, qui n'est pas satisfaisant. Alors on aura 150 amendements d'organisations syndicales qui vont l'améliorer malgré tout, et on aboutit à un texte qui est voté à l'unanimité par l'ensemble du Conseil supérieur de l'éducation. C'est plus dans la technique que parce que sur les aspects de programme, tout a été énoncé, mais ça montre d'une part à quel point ça a été un travail compliqué d'1 an et demi, et d'autre part, ça nous explique qu'on va avoir beaucoup de travail à réaliser pour mettre en place le programme à la rentrée prochaine, tout en sachant, vous le savez certainement, que même si dans le programme il est prévu 3 séances, donc à minima 6 heures d'EVARS par an pour les élèves, même si on nous annonce que le programme donne un cadre sécurisant, parce que c'est ça quand même l'intérêt du programme, c'est que c'est officiel et on a une obligation légale et une vérification. Bon, il n'y a pas d'inspecteur en plus pour vérifier, une vérification de la bonne mise en œuvre du programme. Mais il n'y a aucune. Alors on a parlé des formations. À l'heure actuelle, il n'y a aucune formation enseignante prévue, en tout cas aucune formation obligatoire. On nous parle d'une réflexion au sein du PNF qui devrait, comme d'habitude, ruisseler dans les académies. On sait que ça ne ruisselle jamais. En dehors de ces 6 heures, on ne sait pas comment on les cale dans les emplois du temps. Il n'y a pas d'horaire dédié. Et il n'y a pas de retrait programmatique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun recul, tous les enseignants et enseignantes seront
sous cette pression de leur programme et de les terminer. Donc, nous n'aurons, même s'il y a des connexions à faire, ils seront dans l'urgence et donc ne trouveront pas forcément les plages pour les réaliser. Et peut-être pour terminer, et puis si j'ai oublié des choses, je pense qu'on pourra relancer. Lorsqu'on a vu en janvier que les sujets LGBTI disparaissaient en grande partie, on les a remis dans le préambule. En fait, il fallait faire disparaître tout ce qui était entre parenthèses parce que ça empêchait la lisibilité, c'était l'argument officiel du programme. Donc tout ce qui était entre parenthèses, c'était les sujets LGBTI. Et donc on les a remis en préambule en nous disant, après, toutes les orgas seront associées et on va travailler sur des fiches et sur des ressources d'accompagnement dans lesquelles il y aura tout ça. C'était une promesse pour avoir l'adhésion de l'ensemble des orgas. On a eu la première rencontre le 6 mai dernier pour les premières... on nous a montré les premières fiches qui étaient réalisées. Les sujets LGBTI n'apparaissent pas. Quand on dit, mais enfin, vous nous avez fait une promesse, vous avez acquis l'adhésion des orgas, il faudrait peut-être la tenir. La réponse, c'est on ne peut pas tout mettre dans les fiches, on ne peut pas parler de tout. Parce qu'ils nous ont eu. Donc, nous, notre travail en tant que collectif, donc on a sollicité la DGESCO, qui d'ailleurs en off est bien en peine, qui nous demande de faire pression parce que ça fait 1 an et demi qu'ils ne sont plus sollicités du tout sur les sujets LGBT. Donc, on suit la DGESCO et on a fait un courrier au ministère pour demander d'être dans les groupes de travail pour l'élaboration des fiches et pouvoir en réaliser véritablement sur les sujets LGBTI. Voilà. Merci beaucoup. On va passer... On va passer à Benoît Arnulf, coordinateur de l'association Les Ouvreurs. Cela fait maintenant 15 ans que tu interviens en milieu scolaire pour animer des séances d'EVARS auprès des collégiens et lycéens. Est-ce que tu peux justement nous partager ton expérience de terrain ? Comment se construisent concrètement les relations entre les associations et l'institution scolaire ? Et selon toi également, quelles sont les limites du nouveau programme d'EVARS ? Merci Constant. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être là. J'ai failli pas venir. Mais je suis peut-être effectivement la voix sur cette table ronde qui va parler au ras du sol, on va dire, depuis les classes, parce que j'ai le plaisir, depuis 15 ans, d'assurer une centaine d'interventions par an entre des collèges et des lycées des Alpes-Maritimes et du Var, puisque notre association est agréée au niveau de l'Académie de Nice, qui représente deux départements très différents, avec des établissements très différents, des établissements très urbains, des établissements très ruraux, des établissements de montagne, des établissements de bord de mer. Le Var, qui est un département un peu plus compliqué que les autres, même si on l'adore, sur ces questions-là. Et par ailleurs, moi, venant du Sérail, puisque j'étais, avant de me spécialiser dans ces interventions et les formations pour les adultes qui travaillent auprès des jeunes autour de ces questions-là, j'étais enseignant. Et je me suis un peu enfui de l'éducation nationale parce que je me suis dit que c'était pas une place pour, on va dire, traiter de ces sujets sereinement, étant entendu que, même si j'ai beaucoup de respect pour les enseignants et les enseignantes avec qui je travaille très régulièrement, la structure dans laquelle vous travaillez est une structure qui est souvent très empêchante. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'en tant qu'associatif, on a plus de marge, mais en tout cas, on a une liberté déjà de dire non, oui, de dire j'interviens sous certaines conditions et j'apporte aussi un discours. Alors, c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites. Je vais pas revenir sur peut-être si je vais revenir sur un point, c'est que encore une fois, en tant qu'activiste, depuis maintenant 20 ans, je me retrouve, comme vous toutes et tous, dans une situation paradoxale, c'est-à-dire que le programme est sorti, qu'il est très insatisfaisant. N'importe qui a
un bon usage de son ordinateur a qu'à l'ouvrir en PDF et taper sur sa barre de recherche les mots importants et il verra, ou elle verra à quel point ils sont très peu absents. Mais ça, tu en as déjà beaucoup parlé, vous en avez déjà beaucoup parlé. Mais c'est toujours paradoxal, c'est parce qu'on se retrouve dans une situation où on a avancé, il y a eu un énorme travail, et maintenant il y a un cadre. Et c'est vrai que ce cadre-là, moi j'interviens depuis 2009, donc autant vous dire que bêtement, la loi du mariage pour tous, j'ai vu la différence dans les établissements scolaires, l'avant et l'après, c'est-à-dire que symboliquement, les questions n'étaient pas les mêmes, la légitimité n'était pas la même, y compris face à des jeunes dont on dit qu'ils s'intéressent assez peu finalement à l'actualité. Donc si, ça ruisselle pour le coup, mais paradoxal parce que évidemment, ce programme, il ne nous satisfait pas, premièrement, puisqu'il est très incomplet sur nos sujets. Le problème de l'EVAR, c'est que c'est, on va dire, un très vaste domaine. Il y a certaines lettres qui apparaissent ou qui disparaissent selon les niveaux, puisque bien entendu le S n'apparaît pas dans les primaires et puis il apparaît ensuite. Mais par ailleurs, et on le sait, on va dire que les personnes qui vont se saisir de ces questions, qui sont des professionnels de l'éducation nationale ou qui sont des professionnels associatifs, souvent, et je les comprends, vont commencer par aborder les sujets qu'on va dire plus faciles et qui sont plus classiques, puisque effectivement, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, on peut aborder, puisqu'on doit le faire, certains sujets, certains angles qui sont, on va dire, plus simples, parce que il faut se le dire, c'est de l'administratif aussi. Moi, quand je passe dans un établissement, je pense que la case lutte contre les LGBT-phobies est cochée, même si j'ai rencontré les élèves 1 à 2 heures sur la totalité de leur scolarité, c'est fait, ouf, ce qui veut dire que dans les rapports et dans les remontées, tout sera au clair. Et donc c'est vrai que de parler de grossesse non désirée, de parler de lutte contre, on va dire, les IST, c'est plus simple que d'aborder les questions de LGBT-phobie. Alors là, moi, le petit, on va dire, la bienveillance que j'ai vis-à-vis de ces personnes, c'est que la plupart des gens avec qui je travaille, ce sont des gens concernés. Tu l'as dit tout à l'heure, Julia, dans le placard souvent, ce qui veut dire qu'on est quand même face à une institution qui défend des valeurs, qui a du mal à défendre ses personnels. On l'a vu avant-hier, alors pour une autre raison, mais il y a quand même une assistante d'éducation qui s'est fait assassiner. Pour le coup, alors voilà, je dis juste que c'est vrai que c'est difficile. Ce sont des personnes à qui on demande énormément de choses, et quand on leur rajoute un sujet qui, en plus, c'est un sujet qui les touche. Moi, c'est vrai que les gens qui sont très actifs et actifs sont vraiment des personnes qui sont motivées par, on va dire, un enjeu personnel, qui ont envie de faire bouger les choses dans leur établissement, qui sont heurtées. Et donc, ces personnes-là, effectivement, c'est comme nous tous et toutes ici, je pense, on est tous concernés. Et ça m'a beaucoup touché ce que tu disais, Julia, sur le fait que moi, en tout cas, l'angle de mes interventions, c'est aussi de sensibiliser les alliés en leur disant que de toute façon, sans elles et eux, on n'y arrivera pas. Mais donc, paradoxal, parce que finalement, les LGBT-phobies et au-delà de ça, finalement, les questions de connaissances scientifiques, de connaissances factuelles des sujets qui nous concernent, c'est vraiment, on va dire, la 5e roue du carrosse. Et donc, c'est d'autant plus difficile de se dire, il y a un programme, ouais, maintenant, on peut aller dans les établissements. Moi, si vous voulez, j'ai commencé mes interventions en 2009 par un chef d'établissement d'un très grand lycée niçois qui nous disait qu'il n'y avait pas d'homosexualité dans son établissement et qui ne comprenait pas pourquoi on pouvait intervenir. Devant son infirmière, devant le président de la mutualité française, Et c'est vrai que ça n'existe plus. Voilà. Mais les programmes arrivent et c'est super. Mais maintenant, moi, la réflexion que je me pose, c'est la réflexion de la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, on l'a vu, c'est ce que disait Constant, ça fait 15 ans, je fais une centaine d'interventions par an, j'ai dû rencontrer, je sais pas moi, je sais pas combien d'élèves, mais ça représente une demi-goutte d'eau. Alors on a essayé de se réunir entre les associations du 06 et du 83 pour réfléchir, et ça, le planning fait un super travail justement de fédération sur ce sujet, pour savoir combien on arrivait à sensibiliser de jeunes en fait. Moi, sur l'Académie de Nice, simplement sur le secondaire, il y a à peu près 150 000 élèves. Et sur les 150 000 élèves, on arrive à peine à 2%. Alors,
les associations ne sont pas les seules à intervenir. Il y a aussi des personnels au sein des établissements. Moi, j'ai rencontré des infirmiers, des infirmières, des assistantes sociales. J'ai rencontré des enseignants qui font le travail et qui le font bien, qui sont souvent des référents-référentes, égalité. Donc, on n'est pas les seuls à intervenir. Mais c'est vrai, quand le programme est sorti, on nous a annoncé un chiffre de 15% des élèves qui avaient la chance de pouvoir bénéficier de ces 2 heures, de ces quelques heures. Mais en fait, on se pose déjà la question de savoir c'est quoi ces 15%, d'où ils viennent en fait. Parce que nous, à Nice et dans les Alpes-Maritimes, malgré le satisfecit de la DILCRA qui parle de l'aménagement des observatoires des LGBT-phobies dans les académies, nous, ça fait très longtemps qu'on l'attend, cet observatoire. Et pour avoir un petit peu été... on va dire, curieux de savoir comment il fonctionnait dans certaines autres académies. On s'est rendu compte que c'était principalement des grands rendez-vous très institutionnels où les choses avaient du mal à se dire et où on va dire, les thématiques avaient du mal à être posées. Donc, c'est une goutte d'eau. C'est vraiment une goutte d'eau. Et c'est tellement une goutte d'eau que moi, je peux vous dire qu'il y a 2-3 ans, j'ai presque été découragé. C'est-à-dire que dans une logique d'égalité, d'équité entre les élèves, en fait, de se dire que les élèves que je rencontrais, ils avaient la chance d'avoir 2 heures et qu'il fallait presque s'en contenter, c'était assez heurtant. La chance d'avoir un chef d'établissement, une chef d'établissement ouverte d'esprit, la chance d'avoir une enseignante, un enseignant ou quelqu'un qui avait vraiment envie et qui s'était battu contre la quasi-totalité de l'établissement, qui était devenu évidemment monsieur ou madame LGBT, dont on s'était posé la question d'ailleurs, pourquoi cette personne finalement elle traite de ces sujets-là. C'est vrai qu'on ne l'a jamais rencontré avec quelqu'un, y aurait-il pas quelque part. Et donc, c'est une goutte d'eau, et c'est vrai que quand on voit arriver ce programme et quand on voit arriver les énormes ambitions, et encore une fois, symboliquement, c'est très important et nécessaire, moi, je me pose la question de la mise en œuvre. Là. Et la mise en œuvre, je pense que Anaïs, tout à l'heure, l'a posée remarquablement, c'est aussi de l'argent. C'est-à-dire que moi, j'ai l'outrecuisance d'en avoir fait mon métier, ce qui veut dire que quand je viens dans un établissement, je demande de l'argent. Alors, autant vous dire que c'est quelque chose qui est assez étonnant. C'est très étonnant, mais c'est parce qu'aussi il y a beaucoup de bénévolat et que ce bénévolat, effectivement, il laisse, on peut oublier, que il faut, à mon avis, qu'on réfléchisse à la constitution d'un statut en fait pour ce travail-là. Moi, j'ai ramassé à la petite cuillère certains militants et militantes qui, de très bonne foi, sont allés se faire exploser dans des établissements parce que, oui, quand on a 15 ans, on est très bête. On peut être très bête et que travailler avec des groupes de jeunes, c'est aussi avoir de la pédagogie. C'est-à-dire que c'est un métier, en fait. Et donc, pour le coup, la mise à distance, la réflexion sur pourquoi j'y suis, qu'est-ce que je fais là, tout ça, ça demande effectivement une réflexion qui est plus profonde et par ailleurs, un chiffrage. Alors moi, c'est ça que j'aime bien aussi à la LFI, c'est qu'il y a des chiffrages. Et qu'il y a un moment où, en nombre d'heures, en argent, savoir, alors sans pour autant dire de mettre à la porte les associations, parce que je crois qu'on apporte vraiment quelque chose qui est un vent frais dans les établissements. Je pense qu'il y a vraiment une vraie concertation à trouver, en particulier dans ces observatoires, s'ils existaient, et s'ils existaient comme moi je les espère, c'est-à-dire des vrais espaces de discussion, de dialogue et de travail, y compris en intervenant auprès des parents, parce que je pense qu'il y a aussi pas mal de parents qui seraient libérés en fait d'avoir un interlocutrice institutionnel, mais vraiment de chiffrer, de savoir combien ça coûte, et après de se poser collectivement la question de savoir si, et je vais être un peu choquant, mais si ça vaut le coup. Parce qu'en fait, on met en place tout un énorme système, on met en place une loi qui depuis maintenant, vous vous rendez compte, 2001, c'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de la mettre en route, et à la fin de se dire, voilà, on est une petite minorité de gens qui pensons que c'est important, qui pensons que d'accompagner nos jeunes pour qu'ils évitent de se suicider ou pour qu'ils évitent de vraiment trop durement traverser cette partie de leur vie qui est censée être une partie où ils sont là pour apprendre et pour se former. C'est de savoir si ça vaut le coup, quoi. Nationalement, collectivement, si ça vaut le coup. Merci beaucoup. Et justement, sur la question du financement, j'aimerais rapidement redonner la parole à Sarah Durocher.
pour le planning familial sur cette question. Juste, on avait chiffré, le collectif avait chiffré, ça coûte 4,5 millions par an, ce qui n'est rien sur un budget d'État, bien évidemment. Mais on avait tenté ce chiffrage, alors en sachant évidemment que la question du financement et de combien coûte une séance d'éducation à la sexualité, les associations... c'est pas les mêmes montants, mais on avait chiffré à peu près à ça. Moi, peut-être, ce que j'avais, et je vais pas prendre longtemps la parole parce que je l'ai déjà prise, peut-être juste dire que, en effet, il y a ce programme qui est sorti avec tout ce qui a été dit, bien évidemment, et les alertes, et voilà, c'est une certitude. Juste là, ce qui nous inquiète, nous, c'est que, par exemple, le planning familial, comme d'autres associations, vivent des coupures de budget pour cette année, qui sont assez importantes. Alors, pas que sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, mais quand même, ça veut dire qu'on a aujourd'hui des collectivités territoriales qui utilisent le programme en disant, maintenant qu'il y a le programme, c'est les professionnels de l'éducation nationale qui doivent le faire, et puis les associations. Donc en effet, on est dans quelque chose qui est assez inquiétant, en sachant que nos associations et toutes les associations qui interviennent dans le champ de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle vont être appelées, parce qu'on va avoir des établissements qui sont en panique, et peut-être dire aussi que les associations font un travail depuis des années avec des collèges. Ça veut dire, il y a un peu cette pensée que les associations arrivent dans un établissement, interviennent, et puis tout s'arrête. C'est souvent des projets d'établissement, c'est des projets aussi avec des enseignants qui sont hyper engagés. Au lieu de dire il n'y a rien qui se passe, c'est vrai qu'on a plutôt l'envie de valoriser aussi ce qui se passe, parce qu'il y a des beaux projets qui se font, et il y a déjà du travail qui est fait entre l'éducation nationale et les associations. Mais c'est vrai qu'on vit quelque chose d'assez surprenant. Alors, politiquement, à la vue de la droitisation du gouvernement actuel, bien évidemment qu'il n'y a rien d'étonnant sur le fait qu'il y ait beaucoup de paradoxes et beaucoup de communication et d'effets d'annonce. Mais en attendant, ça va être une réalité dure pour les associations et surtout pour les personnes concernées, puisqu'on va avoir des arrêts. Et l'autre chose, nous, qu'on a, c'est qu'on intervenait dans le premier degré. Et donc là, nous, on a des remontées sur les territoires qui nous disent que les associations ne peuvent plus intervenir dans le premier degré. Voilà, ça veut dire qu'on n'intervient que dans le deuxième degré. Alors, on est en train d'observer ça. Le collectif, en fait, on voit qu'il n'y a pas d'interdiction, c'est pas réellement écrit, mais ça va être au bon vouloir, en fait, des académies, ce qui est quelque chose, encore une fois, de très inégalitaire entre les territoires. Mais on est un petit peu en alerte là-dessus. On voit en tout cas que voilà, il y a ce programme qui est sorti, que, en effet, nous, on travaille avec les services et on a peu de réponses. En tout cas, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est fermer l'école. Ça veut dire qu'en effet, les associations apportent quelque chose. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un monsieur qui s'appelle Pierre-Édouard Stérin qui est en train d'être très offensif en France. Ce qui est en train de se passer en Europe, nous, on l'observe au niveau du planning, puisqu'on fait aussi pas mal de plaidoyer au niveau européen, international et d'échanges de pratiques. C'est qu'il n'y aura pas quelque chose d'exceptionnel. Le Rassemblement national et la droite conservatrice ne fera que attaquer, évidemment, nos droits. Et je pense que c'est important. Juste dire aussi, comme on a à l'Assemblée nationale, qu'il y a une proposition de loi qui a été lancée par 60 députés RN pour réattaquer la loi de 2001. Donc on espère évidemment qu'elle ne passera pas, mais juste pour dire qu'ils sont offensifs. Ils ont une fenêtre politique aujourd'hui pour être offensifs. Elle est européenne, elle est internationale, mais elle est aussi nationale, puisque le contexte politique en est là. Et voilà, en tout cas, on est en alerte, mais ils sont très, très offensifs. Et je vous invite, si des gens regardent, qu'il va y avoir une rentrée scolaire qui va être vive et que la désinformation va opérer. Donc voilà, on sera là, nous, les associations, collectivement, bien évidemment, mais en tant que parents d'élèves, n'hésitez pas à vous parler. Voilà. Merci beaucoup. Et justement, sur la bataille à l'Assemblée nationale, je vais donner la parole à Sarah Legrain. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont, selon vous, les principaux enjeux autour de ce sujet aujourd'hui à l'Assemblée nationale et quelles sont les positions portées par la France insoumise sur la question de l'EVARS ? Merci beaucoup, Constant. Bonjour à tous et tous. D'abord, un mot pour vous dire que je pense que c'est très important que ce colloque ait lieu. Donc, je veux féliciter le groupe thématique Droit Nouveau LGBTI pour cette organisation-là et remercier les intervenants et intervenants qui sont venus. Je pense qu'il faut organiser ce genre de choses à l'Assemblée nationale et qu'elle doit nous appartenir, cette Assemblée nationale. Donc, peut-être, sans rentrer... Peut-être que j'essaierai dans mon intervention de souligner la dimension politique de cet objet, alors politique dans tous les sens du terme, qui est les VARS,
qu'est-ce qu'il nous dit et comment le combat, effectivement, on essaye de le mener au niveau parlementaire, mais peut-être en ouvrant aussi sur comment on peut tous agir à nos postes de combat, parce que à la France Insoumise, on est intimement convaincus que les choses ne peuvent pas se jouer que dans les institutions, bien évidemment, et elles reposent énormément sur ce que vous incarnez toutes et tous ici. Peut-être une précision, parce que je trouvais que c'est pas mal de commencer par ça aussi, c'est que je suis à la commission des affaires culturelles et de l'éduc, mais je suis aussi vice-présidente de la délégation aux droits des femmes. Et je veux le dire parce que c'est important, que ça fait partie de notre vision, et que je me bats pour que, notamment, cette délégation aux droits des femmes soit en réalité une délégation à la lutte contre le patriarcat, parce que je pense que si on en fait une délégation à la lutte contre le patriarcat, eh bien on est déjà conscient qu'on n'est pas dans uniquement la protection des femmes et de ce qu'on a et ce que certains ont envie de définir de leur propre chef comme des femmes, mais bien la protection de toute la société contre les violences patriarcales. Et donc le sujet de l'EVARS est un sujet féministe. Pas parce que simplement dans les VARS on va apprendre aux petites filles, aux petits garçons de se respecter mutuellement et dire aux petites filles qu'elles peuvent devenir ingénieures, mais parce que les VARS en fait est un outil de protection de toutes et tous face à une société qui perpétue des violences qui sont de nature patriarcale et dont nous sommes toutes et tous victimes, qui que nous soyons en réalité dans notre humanité. Et je trouve important de le souligner parce que je pense que c'est en cela que les VARS n'est pas, donc c'est très important d'avoir l'entièreté de ce programme de colloque, mais aussi de souligner que qu'est-ce qui se passe autour de l'EVARS quand on voit ce qui se passe dans la société, à l'Assemblée, dans les débats parlementaires autour de l'EVARS, c'est bien que l'EVARS n'est pas une sous-partie d'un programme scolaire pour satisfaire des minorités. C'est la façon dont on considère le droit à l'éducation à la vie sexuelle, affective, relationnelle, et j'ai pas peur de dire le mot sexuel, c'est aussi la façon dont on considère nos devoirs et nos obligations vis-à-vis des enfants, comme des personnes à part entière, comme des personnes qui sont susceptibles et davantage susceptibles que bien d'autres personnes de subir des violences parce qu'ils sont dans cette situation dite de minorité, et qu'en cela, ils sont aussi finalement à l'intersection de tout ce qu'on peut combattre en termes de violence contre ce qui est appelé des minorités. Et les minorités, ce n'est pas une question numérique, c'est une question de rapport de domination dans la société. Alors, première chose, pourquoi est-ce que les VARS est un objet politique ? D'abord parce que c'est un objet de la loi. C'est toujours bien de se le rappeler, parce qu'on n'est pas là une bande d'énergumènes qui ont envie d'introduire des trucs bizarres dans l'éducation nationale. En fait, en 2001, il y a une loi qui passe et qui dit... je pense qu'il faut toujours repartir de là, se le rappeler. La loi, elle dit 3 séances par an pour tous les enfants pendant toute leur scolarité. Alors, la loi, elle ne définit pas le détail, même si après, il y a eu des façons de la compléter et de dire que cette loi-là, en fait, elle était censée plutôt être dans la prévention des grossesses involontaires, des IST. C'était comme ça que c'était conçu. Mais en réalité, c'est important, le degré de la loi, parce que la loi, elle ne fixe pas le programme. La loi, elle fixe une intention. Et l'intention, c'était de dire, en fait, les enfants ont des droits, et ont des droits à une information. Et cette information, elle est émancipatrice pour elles et eux, parce qu'elle les protège de dangers. Et donc il y a le danger évidemment de ne pas disposer de son corps, mais on se doute bien que quand on parle de grossesse indésirable ou d'IST pour en fait des enfants et des jeunes, on parle aussi de la question évidemment de l'exposition à des violences sexuelles, et puis on parle en fait de la question de disposer de son corps. Et donc nous à la France Insoumise, on a toujours dit que cette histoire de l'autodétermination et la capacité à disposer d'un droit plein et entier sur son corps, c'est évidemment une question de genre au sens large, et donc c'est aussi bien le droit à l'IVG que le droit à l'autodétermination de genre. Donc cette loi, en fait, elle pose un cadre, et le premier constat qu'on pouvait faire, c'est que la loi n'était pas respectée. Donc les associations nous ont évidemment aidés à faire ce constat-là. Il y a eu tout un lobbying positif du planning familial de l'ensemble des associations qui ont eu raison de porter plainte contre l'État et qui ont alerté à un moment où, par exemple, les assos écolos le faisaient, et c'était une façon de dire, mais attendez, il y a des textes, en fait. Et quand les autres lois ne sont pas respectées... il y a des gens qui réagissent. Donc, c'est quoi le problème avec cette loi ? Pourquoi elle n'est pas respectée ? Et alors, pourquoi elle n'est pas respectée ? Eh bien, cette question-là adresse tout le problème, nous dit ce que c'est que les VARS, nous dit la situation. Sur le plan politique, peut-être pour commencer sur le plan politique, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que l'austérité
l'austérité pèse sur nos droits et que, en fait, nous sommes... Le premier effet des politiques d'austérité, c'est d'empêcher aux personnes d'accéder à leurs droits. On le sait quand les centres IVG ferment, on le sait quand les associations n'ont plus les budgets qu'il leur faut pour accompagner les personnes, on le sait quand l'austérité fait que les préfectures ferment l'accès pour obtenir les papiers et fabriquent du coup à tour de bras des personnes sans papiers qui vont ensuite subir des OQTF. On sait cette dimension-là. Et donc, en fait, le simple fait de ne jamais mettre des budgets, de ne jamais se dire cette loi qui dit 3 séances par an, concrètement, quand on est prof, on sait ce que ça veut dire, c'est donnez-moi la DSG et dites-moi où elles sont les heures. Voilà, on va parler boutique. La DSG, c'est le nombre d'heures que vous avez dans l'année, qui les fait, et c'est le nerf de la guerre. Donc si vous dites on fait 3 heures par an, mais il n'y a pas de budget en face, il n'y a pas de budget pour l'école, et puis il n'y a pas de budget pour les associations qui les font, en fait, vous êtes en train de vous moquer du monde. Donc il y a cette première dimension de l'austérité. Mais c'est plus large, parce que la loi... pourquoi c'est une question de loi ? C'est pas que pour la loi 2001. C'est aussi parce qu'on a des principes dans notre Constitution et qu'on signe des conventions internationales qui défendent les droits des enfants et qui disent qu'il faut lutter partout, tout le temps, contre toutes les formes de discrimination. Et que ça, c'est en fait des choses qui nous engagent. Et donc, toujours, on se rend compte que ce niveau-là général de la loi ou de la convention qui est signée, si derrière, on ne va pas aller voir les budgets, en réalité, elles ne sont pas appliquées. Mais il y a une volonté politique derrière les budgets. Les budgets, ce n'est pas, c'est pas la dette qui s'est creusée magiquement, etc. C'est où est-ce qu'on a mis l'argent et où est-ce qu'on décide de ne pas le mettre. Et où est-ce que ça nous pose problème de le mettre. Et c'est là qu'on rencontre pas que des enjeux d'idéologie austéritaire, mais bien d'idéologie réactionnaire. Alors, les VARS est vraiment un objet qui nous montre ce qui est en train de se passer dans la société et dans le champ politique en matière de action-réaction, j'ai envie de dire. Je veux quand même pas trop pessimiste et négatif, parce que je pense que les mouvements réactionnaires tels qu'on les vit aujourd'hui, c'est des formes de backlash qui nous disent aussi des formes de conquête idéologique dans la société. Et moi, je pense que les VARS et les débats récents autour de les VARS traduisent une compréhension beaucoup plus grande dans la société maintenant de cette intrication des violences qui sont subies en premier lieu par les enfants, parce que là on parle du champ éducatif, mais de cette intrication des violences dont je parlais au tout début. C'est pas anodin qu'en même temps qu'on parle des VARS, il y a la question de Betaram. C'est pas des sujets séparés. C'est pas d'un côté les établissements, notamment, mais pas seulement, mais notamment catholiques, etc. C'est pas anodin que quand, dans une commission Betaram, on auditionne les représentants de l'enseignement religieux et que je leur pose une question sur les VARS, ils me répondent oui, alors on doit respecter, etc. Mais vous comprendrez que dans nos... alors, il n'a pas dit notre logiciel, je ne sais plus exactement le mot qu'il a dit, mais vous comprendrez qu'on ne va pas inviter le planning familial. Non, je ne comprends pas. Je comprends trop bien, en fait. Je comprends trop bien cette interconnexion des mouvements réactionnaires, et de la même façon que eux sont interconnectés avec une idéologie qui est assez nette et avec des relais qui sont assez visibles dans le champ médiatique, dans le champ politique, en fait, ils sont intersectionnels, eux. Voilà. D'une certaine façon, ils font le lien entre tout ça. Entre le fait de pouvoir dire que les enfants, ils ont le droit de ne pas se prendre une claque dans la figure, le fait de dire que les enfants, en fait, on doit leur apprendre que leur corps leur appartient, parce que sinon, il va appartenir aux adultes, concrètement, que les enfants, on doit pouvoir leur dire que ce n'est pas aux adultes de déterminer, et ce n'est pas à la loi et à l'État de déterminer qui ils sont, qui ils veulent être, qui ils sont dans leur identité profonde, de leur dire ce qu'ils doivent faire, etc., parce qu'en réalité, ils sont des personnes, voilà, et qu'ils sont des personnes dont la fragilité et la vulnérabilité, envers qui nous avons des devoirs en raison de cette vulnérabilité et de cette fragilité, et que les dangers ne sont pas, donc ce qu'ils identifient comme des dangers, c'est ce que nous identifions comme l'émancipation. Et ça crée des parents vigilants qui, en fait, sont des parents mettant en danger les enfants. Parce que les parents vigilants qui disent je prive mon enfant d'un droit à l'éducation, d'un droit à la connaissance de ses droits, c'est évidemment, je mets l'enfant en situation de vulnérabilité plus grande parce qu'il va ignorer ses droits et il ne va pas aussi être doté des outils pour comprendre ce qu'il traverse, pour comprendre éventuellement les violences qu'il peut subir, que ce soit de la part des adultes, entre les enfants, etc. Donc, c'est la traduction de cette prise de conscience de la société, je pense, que tout ça est interconnecté.
Voilà. Qu'en réalité, quand on défend les droits des femmes, c'est les droits des femmes à ne pas se faire enfermer dans un genre. Donc si ça ne pas se faire enfermer dans un genre, dans des stéréotypes de genre, dans la maternité, dans tout ça, ça veut dire aussi le droit à remettre en cause fondamentalement cette notion de genre et cette binarité de genre. Et en fait, cette intersectionnalité qui a été décrite comme un truc loufoque venu d'universitaires américains, au passage abreuvé de français, mais bon, ça c'est l'ignorance générale qui en fait des wokistes américains. Mais en fait, en réalité, c'est des choses qui sont de plus en plus comprises dans la société, ces liens-là. Le lien entre le harcèlement et l'homophobie, il est assez net en réalité. Et finalement, même quand Gabriel Attal veut faire du harcèlement son cheval de bataille à un moment, il va parler de lui, peu importe ce qu'il raconte de lui, mais en fait, il va incarner ce harcèlement. De fait, il va parler de la question de l'homophobie. Donc, ça veut dire que lui, il a bien compris. Quand il le dit, il faut qu'il aille au bout de l'idée. C'est bien que, du coup, on ne va pas dire que le harcèlement, c'est seulement un sujet d'ensauvagement ou que c'est un sujet d'ensauvagement de la jeunesse. C'est un sujet de les enfants qui traduisent entre eux les violences qui sont celles de la société. Et donc, à quel moment vous luttez contre justement l'homophobie, la transphobie, etc. Dites-moi à quel moment, parce que ça va aider en fait à pouvoir lutter contre ça dans l'école. C'est le symbole donc de ce qui se passe dans la société, c'est que face à ça, vous avez des mouvements qui s'organisent et qui vont attaquer. Et après, leur stratégie va être de diviser. Eux, ils sont intersectionnels dans leur compréhension du problème, mais ils ont bien compris que c'est un peu difficile là aujourd'hui de dire les femmes à la maison. Les enfants, une bonne tarte et au lit. Voilà. Donc, en fait, à un moment, ils choisissent ce qui, pour moi, je pense, est la pointe avancée de la dimension, non pas minoritaire, mais au contraire de la dimension généralisable à toute l'humanité. Donc, je pense que les mouvements sur la question de l'identité de genre, les mouvements trans, notamment, sont des mouvements qui ont, en fait, qui permettent en fait, de casser encore plus les catégories et d'avoir une dimension en fait, d'universalité extrêmement forte, et j'assume de le dire comme ça. Et je pense que du coup, ils se disent, eux, il faut vraiment les remettre dans une boîte. Donc, quand on va lutter contre le programme de l'EVARS, notre priorité, c'est on vire tous ces trucs-là. Parce que finalement, c'est des gens, personne ne va vraiment les défendre, c'est une minorité, c'est quelques personnes, etc. Parce qu'en fait, c'est là que se joue la connexion entre la lutte contre les violences sexuelles, la lutte contre le droit à l'IVG, à disposer de son corps, etc., les stéréotypes de genre. Et en fait, on sait que tout ça est un tout. Et donc, à un moment, eux, ils ont besoin de diviser le peuple de la même façon qu'ils le divisent par le racisme et de la même façon qu'ils veulent faire croire qu'on peut, dans une délégation aux droits des femmes, avoir des députés Rassemblement National, mais parfois pas que du Rassemblement National, qui se présentent comme des députés féministes parce qu'ils sont membres de la délégation aux droits des femmes et dont toutes les interventions disent que les viols sont commis par les migrants. Voilà. Et donc, en fait, qui invisibilisent foncièrement la nature des violences patriarcales dans la société. Voilà, il y a cette stratégie-là, et donc, nous, il y a la question de notre réponse à cette stratégie. Deuxième élément, quand même, que ça met en évidence, j'ai dit la situation de la société, mais aussi la situation du champ politique, c'est bien la question du rôle que joue la Macronie dans tout ça. Et je pense qu'il faut en parler, c'est-à-dire à la fois une immense lâcheté face au mouvement réactionnaire. Et donc moi, je l'ai vu donc en novembre, j'ai noté la date, je crois que c'est novembre 2023, je pose une question une question au gouvernement, à Gabriel Attal, parce que c'est plus Papa Ndiaye à ce moment-là, c'est Gabriel Attal, sur la question de l'EVARS, en disant, bon, c'est 3 séances par an, on apprend qu'il n'y a que 15% des élèves qui accèdent à leurs droits, en fait, c'est... Sur n'importe quel autre droit, 15% de la population, on vous dirait, non mais il y a un souci. Bon. Donc je l'interpelle vivement, et je dis, en fait, là, il y a les mouvements réactionnaires qui sont là, qu'est-ce que vous faites ? Et la réponse, c'est en gros, écoutez, c'est un sujet tellement important sur lequel on est au travail. Vous avez tort d'en parler là. Vous avez tort d'attirer. Vous politisez les sujets alors que c'est un sujet. Voilà. Et ça, c'est leur propos. C'est face à l'extrême droite, on va essayer de faire des choses en sous-main. Alors ça, c'est la version sympa de la Macronie. D'accord ? Donc la version sympa de la Macronie, pour les quelques-uns, donc par exemple sur Gabriel Attal, je pense qu'il peut y avoir une forme de sincérité sur la lutte contre l'homophobie, par exemple. Bon, sur ce sujet-là, peut-être que je ne sais pas comment il se situe, je ne suis pas sûre que ce soit un grand militant de la cause trans ou quoi, mais bon, voilà. Mais il dit, on avance masqué, quoi. Parce que vous faites réagir l'extrême droite. Et pendant ce temps-là, l'extrême droite, elle fait quoi ? Des campagnes
avec des fausses informations, en utilisant tous leurs outils, les réseaux, les financements, les médias, CNews qui relaient la moindre fausse information, on leur apprend la masturbation à l'école, etc., etc. Et à côté de ça, vous avez Gabriel Attal qui fait « Vous avez tort d'en parler dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Avec notre comité du programme, là, on est en train de faire des trucs, vous allez voir. » Et il pense qu'il va sortir le programme, il ne va rien se passer. Alors toi, tu es là, mais en fait, tu t'es préparé à l'offensive que tu vas prendre ou pas? Et puis l'autre version de la Macronie, c'est évidemment la Macronie totalement en porosité totale avec les idées réactionnaires, et c'est aussi le phénomène de l'extrême droitisation, c'est-à-dire que c'est pas vrai que les idées réactionnaires sont cantonnées à l'extrême droite dans le pays, pas du tout, elles traversent, et de toute façon, par définition, ça a été dit ce matin, et c'est vrai, elles traversent tout le champ de la société et tous les partis politiques, et nous aussi, on doit tous, s'interroger là-dessus, parce que c'est des violences de société, donc elles nous traversent, mais aussi, on voit comment des relais de cette extrême droite se trouvent jusqu'au sein du gouvernement. Donc face à ça, comment on réagit? Je l'ai dit, sur le plan, il y a différents postes de combat. Sur le plan parlementaire, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord des interpellations, questions au gouvernement. En parallèle, Mathilde Panot déposait une proposition de résolution pour dire le gouvernement doit s'engager à respecter la loi, tout simplement. Ça, c'est une part importante du boulot. Le deuxième aspect, c'est évidemment les aspects budgétaires, où à chaque budget, on bataille sur évidemment les 2,7 milliards qui sont demandés par les associations, et à chaque fois on dit contre les violences sexistes et sexuelles et tout, mais en fait on sait que derrière, en fait c'est tout, les violences sexistes et sexuelles, c'est cette question-là de la violence patriarcale, c'est cette question-là des discriminations au sens large, c'est se battre pour ces budgets-là, se battre pour que les budgets de l'éducation nationale aussi intègrent, et maintenant que ce sera un programme, ça va nous aider. Et donc quand il y a eu un colloque un peu unanimiste au nom de la délégation aux droits des femmes sur les VARS, auquel une partie d'entre vous, je sais que Sarah t'y participait à l'Assemblée, où en fait les personnes qui sont venues intervenir sont intervenues pour dire des trucs très offensifs, et puis la Macronie disait donc bravo, c'est super, donc on en conclut qu'on a vraiment bien avancé, etc. Bon, et ils n'entendaient pas, et donc à un moment, il y a plusieurs voix, y compris la mienne en tant que vice-présidente de la délégation aux droits des femmes. À un moment, j'ai dit bon. Moi, j'ai entendu là ce qui vient de se dire toute la journée, et donc Madame Borne, puisque vous êtes là, à quel moment on va voir dans la DHG les horaires, le budget, et puis j'ai posé du coup la question de la lutte contre les mouvements réactionnaires. Et ça, c'est un autre élément. Vous en avez ici un exemplaire. J'ai déposé une proposition de commission d'enquête. Vous avez remarqué qu'à la France Insoumise, on aime bien les commissions d'enquête pour débusquer comment nos adversaires s'organisent, et notamment une commission d'enquête sur la structuration, le financement, les modalités d'action des mouvements conservateurs anti-choix agissant dans le champ de la parentalité et de la famille. J'aurais pu d'ailleurs ajouter et de l'éducation, parce que ça, en fait, c'est un tout. C'est à la fois, évidemment, on connaît ceux qui font les manifs devant les centres IVG, ça fait un moment, mais maintenant, il faut quand même qu'on prenne la conscience que derrière, il y a ce terrain, il y a le projet Périclès, il y a CNews, il y a les réseaux, il y a le Twitter d'Elon Musk, et puis il y a Parents Vigilants et ce genre de choses. Ce qui m'amène à donc cette proposition de création d'enquête, c'est si on avait cette commission d'enquête, en fait, on pourrait débusquer, y compris à l'international, on pourrait montrer comment ils s'organisent, comment eux sont très intersectionnels, et les uns vont lutter contre les divorces, par exemple. Ils vont s'infiltrer dans des associations d'accompagnement des mères isolées. Et en fait, ils vont expliquer que mais les autres vont lutter contre les VARS à l'école. Et puis les autres vont aller s'attaquer au centre IVG. Mais tous ces réseaux-là sont en fait très très connectés, très organisés, financés. Voilà. Et donc la leçon, c'est que nous, il faut qu'on fasse pareil en face. Donc voilà ce qu'on peut faire dans le cadre de l'Assemblée, mais je veux terminer là-dessus. Moi, je crois fondamentalement au travail des associations, des syndicats qui sont ici représentés, évidemment, mais plus largement à l'auto-organisation. Moi, j'appelle à ce que, tu as parlé, Sarah, de la rentrée scolaire prochaine. À la rentrée scolaire prochaine, les parents vigilants, ils vont essayer de faire des listes ou de rentrer sur des listes de parents dans les conseils dans les listes de parents d'élèves dans tous les établissements scolaires. Donc, à un moment, il va falloir aussi que ce soit au sein des organisations existantes de parents d'élèves qui parfois portent le combat, la FCPE porte pas mal le combat, mais ou en tout cas, il va falloir que les gens qui se présentent sur ces listes soient des gens qui disent en offensif, en positif, moi, si vous votez pour moi, je défendrai le droit de votre enfant à être protégé des violences patriarcales, à avoir l'éducation qu'il faut, etc., à avoir cette évarse. Il faut s'auto-organiser absolument partout. Il faut s'auto-organiser sur les réseaux sociaux pour contrer systématiquement les fake news, pour apporter le témoignage que tu donnes, que tu viens de donner, etc., sur comment ça se passe concrètement. En fait, il faut qu'on ait, nous, nos émetteurs qui disent qu'est-ce que c'est exactement les VARS, comment ça sauve des vies, en fait, comment ça a vocation à sauver des vies, en réalité. Et pour cela, absolument, je termine là-dessus, évidemment, être tous unis, c'est-à-dire à aucun moment dire le programme de l'EVARS, il est formidable.
parce que du point de vue des stéréotypes de genre, je suis rassurée pour ma petite fille parce qu'elle a un beau programme de l'EVARS. Non, le programme de l'EVARS pose problème parce qu'il y a eu une volonté délibérée d'éliminer les questions d'identité de genre, les questions de transphobie, de LGBT-phobie, et ce n'est pas anodin, et donc il faut aussi mener la bataille pour aller plus loin et ne pas se satisfaire de ce qui est communément admissible, et ce qui a été déterminé comme communément admissible pour pouvoir diviser les luttes. Je m'arrête. Merci à toutes et à tous. Alors, il nous reste environ 10 minutes, donc je vous propose de prendre quelques questions de la salle. Je ne sais pas si je dis le nom et prénom des personnes qui posent les questions ou pas. Non, ça ira. Okay. Du coup, on parle de résistance des parents. Quels outils pour lutter contre la résistance des professeurs, notamment non formés à l'exercice de l'EVARS, qui enseignent l'EVARS au second degré? Je pense que la question s'adresse plutôt à vous, monsieur Guiton. Sur la résistance des profs, lutter contre la résistance des profs à l'EVARS. Alors je pourrais vous parler, je travaille dans l'enseignement privé, donc je pourrais vous parler longtemps de la résistance des profs dans l'enseignement privé. Mais on a un programme, on a une mise en œuvre, donc c'est ce que j'ai essayé de porter à la dernière réunion à la DGESCO. Il faut comme pour toutes les matières, alors même si là, en tant que tel, c'est pas une matière, il y a des inspecteurs, il faut une vérification de la mise en œuvre. Donc c'est la première chose. Maintenant, pour le contrôle des établissements, par exemple, on nous a annoncé une surdotation des inspecteurs de 60 puis 60. En fait, ils ne les trouvent pas. Donc il n'y aura pas de contrôle sur la mise en œuvre de l'EVARS. Donc ça serait le premier levier. Le deuxième levier, c'est l'inscription dans les horaires, dans la dotation, de telle sorte que ça doit obligatoirement être traité dans les établissements. Comme vous l'avez dit, il n'y a aucune DAG prévue pour cela. Après, normalement, ce qui est prévu, c'est que ça rentre dans le cadre de projets d'établissement et que l'ensemble des enseignants et enseignantes soient intégrés dans la réalisation des projets d'établissement et donc il y a une véritable concertation. Donc il faudra voir ça. C'est un levier et donc les représentants de personnel dans les établissements auront leur mot à dire pour que l'ensemble des personnels soient associés et puis pour qu'il n'y ait pas de dérive. Et puis peut-être un levier, tu en as parlé Benoît, c'est les observatoires. C'est-à-dire que si on a des observatoires dans chaque académie qui jouent le rôle de vigilance à ce que les choses soient bien traitées, si les cellules valeurs de la République, notamment et puis les référents égalité, sont dotés de moyens, autant dans les établissements que dans les académies, on pourra faire remonter tous les dysfonctionnements. Aujourd'hui, on ne sait pas comment sont composés ces observatoires et il n'y a aucune représentation des organes syndicales et du collectif qui permettent de remonter ces dysfonctionnements. Donc il faut des moyens et il faut des structures pour vérifier. Merci. Et je l'ai dit tout à l'heure, la formation initiale, enfin, on parle de modules en ligne de formation qui seront mis en œuvre, mais pourtant on arrive à mettre des formations obligatoires. Hein. On en a mis sur la laïcité, on sait bien dans quel contexte, mais il n'y a aucune formation obligatoire initiale et continue sur les sujets précis de LGBTI. Oui, excusez-moi. Du coup, j'ai le mandat pour représenter la FSUS NUIPP 91 pour parler justement du sujet de l'EVARS et du SCOL, donc un site pour les enseignants. Il y a bien écrit que 6 heures de formation obligatoire seront dispensées pour les enseignants le deuxième trimestre 2025. Donc en fait, c'est maintenant. Donc je peux témoigner sur le fait que ça n'existe pas. Oui, alors il y a bien, comme vous dites, un module
qui est facultatif et qui est en ligne. Donc, et qui est d'ailleurs plus à jour parce que ce module-là, il date d'avant la publication des programmes. Donc là, il y a quand même un sacré problème. Donc je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Il faut absolument que le problème de la formation des enseignants soit... Enfin, que le paysage politique s'en empare tout de suite parce que là, la rentrée, c'est septembre. S'il n'y a pas de formation qui sont proposées aux enseignants en 2025-2026, ça va tomber à l'eau parce que quand je parle de résistance des enseignants, je parle des personnes qui sont de bonne volonté, mais qui ne sont pas formées à ces sujets. Et moi, j'entends dans des salles des maîtres des bêtises, voilà, tout simplement, des gens qui ne savent pas, donc aujourd'hui, leur enseignement peut être dangereux. Et pourtant, ce sont des personnes qui pensent bien faire. Hein. Je ne parle pas de groupes d'extrême droite. Hein. Là, je parle vraiment de personnes qui sont sur le terrain et qui manquent de connaissances. Et donc là, je pense que le sujet de la formation, il est très, très important. Voilà, merci. Ouais, rapidement. Oui, pour rebondir rapidement, et là je change un peu de casquette parce que je suis là pour SOS Homophobie, mais je suis prof aussi dans la vie, donc voilà, je change un peu de casquette. Effectivement, en fait, le problème aujourd'hui de la formation des profs, c'est que c'est une formation qui est régie, alors en théorie de manière nationale, mais concrètement dans les faits de manière régionale, parce qu'en fait ce sont les rectorats qui gèrent les formations des profs. Et c'est là que le bas blesse, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des rectorats qui sont assez volontaires, qui mettent en place des formations initiales et ou continues avec souvent un travail qui est mené en partenariat avec les associations, ou alors menés par des petits groupes de travail qui sont faits et dirigés par des collègues enseignants-enseignantes, parfois les deux, mais en tout cas, ça dépend beaucoup de l'initiative des rectorats. Et c'est là, en fait, qu'on a un souci, hein, parce qu'il faudrait qu'on ait une posture vraiment nationale, mais extrêmement volontaire, de manière à ce que sur l'ensemble des territoires, on puisse avoir une formation initiale, une formation continue, et qu'elle soit systématique, uniforme, homogène dans son contenu, cette formation-là. Et pour revenir à la question qui était posée, ça participerait grandement à lever justement les résistances des profs, et on sait pertinemment qu'il y en a, des résistances de profs, hein, clairement, et à détecter les éventuelles entraves, et là encore on sait qu'il y en a. Mais voilà, pour l'instant, cette espèce d'éclatement par rectorat est extrêmement problématique dans la mise en œuvre des programmes quels qu'ils soient. Et là, sur la question de l'EVARS, ça va être absolument dramatique, hein, cet éclatement-là. Il faut en avoir conscience. C'est qu'il y a une énorme crainte, mais il y a aussi une énorme envie. Et souvent, quand on intervient, on voit assez rapidement les enseignants qui sont réticentes, il y en a, hélas. Mais il y a aussi beaucoup d'enthousiasme de voir faire et de voir comment très concrètement ça change dans les classes, en fait. Et donc je pense qu'il y a aussi vraiment un souci de libération, en fait, de ces énergies-là, parce que il y a énormément de gens, je te rejoins, qui ont peur de mal faire souvent et qui ne font pas, ou qui font de manière maladroite, mais une fois qu'on les accompagne, mais il y a un vrai bonheur ensuite de voir à la fois que ce sujet tabou, en fait, ça n'en est pas un. Ça les libère eux-mêmes, hein, en fait, hein, aussi, parce que voilà, on est des individus avec nos propres aussi représentations qui peuvent être enfermantes, mais aussi ça libère les classes, ça change les dynamiques de classe et ça travaille en fait le climat scolaire. Alors c'est vrai que ce mot-là que je pose, climat scolaire, c'est vraiment on va dire le Cézanne, en fait. Quand on arrive quelque part, tout de suite, on dit climat scolaire, ah super, on va changer. Mais c'est vrai, ça change le climat scolaire, parce que les gamins, ils se rendent compte, on a parlé des alliés tout à l'heure, notre force, c'est aussi de leur dire à ces gamins que quand ils se sentent heurtés parce qu'un camarade a été lui-même stigmatisé, c'est une violence, cette violence-là, de se sentir heurté. Et quand ils se sentent, on va dire, heureuses et heureux parce que ils ont réussi à trouver un équilibre et que chacun a pu trouver sa place, voilà, c'est aussi notre travail. Merci beaucoup à toutes et à tous. Malheureusement, nous n'avons plus de temps pour les questions restantes. Voilà, merci à tout le monde pour cette belle table ronde. Et